Incroyable encore une fois ce chapitre, les gars. Oda qui envoie des masterclass sur masterclass. Oui, je sais, la review commence directement sans introduction. Chapitre 1061 de One Piece. Le programme s'affiche juste ici. 4 points à traiter. Donc on va parler de l'île qui a ses spécificités, d'accord. On va parler des Swords, à savoir que la base G14 n'est pas très loin, donc il y a des choses à dire de ce côté-là. On parlera ensuite de Jewelry Bonnie, si tu vois ce que je veux dire, et tu sais très bien de quoi je parle, ou pas, je sais pas. Et quatrièmement, on terminera avec Vegapunk, oui, la grande surprise. Est-ce que Vegapunk est une femme? Est-ce que cette femme qui dit être Vegapunk n'est tout simplement pas une fraude? Une manière de détourner le regard d'un côté pour que le vrai Vegapunk agisse. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Installez-vous confortablement. La review commence, les gars. Mais avant ça, je vous incite à soutenir la chaîne en commentant, en vous abonnant, en likant et en partageant, frérot. Tout simplement, on commence tout de suite. On commence le chapitre avec un danger imminent puisque un requin, les gars, de la taille, je dirais au moins 5 à 10 fois la taille de Sonigo, apparaît. C'était le requin qui traquait justement Jewelry Bonnie, qui aurait d'ailleurs mangé son bateau. Donc les Mugiwara, à peine arrivés, se retrouvent déjà en danger. Et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve directement cet aspect aventure, danger, inconnu. Tu sais, tu explores une nouvelle île, donc tu sais pas ce qui s'y trouve. Et forcément, il y a des dangers qui nous guettent, d'accord? Donc c'est aussi intéressant de savoir que finalement, qu'on ait le titre de Yonko ou pas, bah, le danger guette toujours. Hein. Le danger, il se profile toujours à l'horizon. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là qu'on retrouve dans ce chapitre. D'ailleurs, en introduction de chapitre, gros danger, grosse inconnue. Et les Mugiwara, forcément, c'est un peu le schéma qu'on a l'habitude de retrouver à chaque fois qu'on rentre dans une île. Bah, les Mugiwara se retrouvent dispersés puisqu'on aura d'une part Luffy, Jewelry Bonnie et Chopper d'un côté, qui ont infiltré l'île de leur côté. D'ailleurs, ils sont rentrés, j'ai l'impression, par une entrée peut-être secrète. Par un trou, une espèce de grotte, je sais pas, une entrée secrète, à voir où ils vont débarquer, à voir où ils vont déboucher. Et d'une autre part, le reste des Mugiwara. D'ailleurs, en introduction de chapitre, j'ai beaucoup aimé la répartition des tâches. Et un Jinbei qui n'hésite pas à prendre un peu un leadership en donnant un ordre direct à Franky. Franky, frérot, tu prends la barre, moi je vais m'occuper des autres qui sont tombés. D'ailleurs, excusez-moi, là je viens de me rappeler, mais il y a aussi Jinbei avec Jewelry Bonnie, Chopper et Luffy, d'accord. Donc cette poigne qu'a Jinbei, elle est la bienvenue forcément sur le Sonigo, parce que bon, à part Zoro, honnêtement, à part Zoro, il y avait absolument personne qui avait cette poigne pour diriger un peu les Mugiwara, d'accord. Donc le fait que Jinbei, avec son expérience, soit là et donne des directives, je trouve ça, mais alors, vraiment cool. Du coup, ce fameux requin serait en métal. D'ailleurs, quand il apparaît, on peut directement voir 3 lettres, U-N-K. Voilà, donc fallait à partir de là commencer à deviner. En réalité, ouais, Vegapunk, UNK, c'était logique. Et puis en plus, il est en métal, donc le rapprochement, il était carrément rapidement fait. Ce requin qui peut lancer des missiles, qui peut bouffer, qui peut faire des trucs de fou, quoi. Et finalement, il y a une espèce de robot géant, un peu à la Optimus Prime, qui débarque et qui va le one-shot. Directos, prestos, c'est réglé, frérot. D'ailleurs, ce robot a le nombre 12, d'accord, sur sa carcasse métallique. Mais il a aussi une étoile. Moi, ça m'avait fait penser à Franky. Et puis, forcément, le plus gros détail, c'est Vega Force. À partir de là, tu te dis, attends, on est où? On a débarqué où? Un requin en métal, un géant robot avec écrit Vega Force. Donc là, tu dis clairement, est-ce qu'on serait pas dans le QG de Vegapunk? Moi, personnellement, et je l'avais pas directement deviné, mais en réalité, si tu prends du recul et que tu analyses vraiment case par case en prenant le temps qu'il faut, forcément, en début de chapitre, tu te poses déjà des questions. Et puis, il faut aussi parler de l'île en question, Egghead, une île qui aurait 500 ans d'avance en matière technologique, une île futuriste, d'ailleurs c'est le titre de ce chapitre, avec, c'est un peu dans l'ombre, c'est un peu caché, mais avec une tête de mort métallique en mode robotique, avec soit des cornes métalliques ou une espèce d'anneau un peu à la Jupiter métallique, d'accord? Moi je pense que c'est plus des cornes, ok? Donc on est clairement sur une île avec un scientifique de renom, parce que là ça concerne une île entière. Dans One Piece, il n'y a pas 36 000 scientifiques qu'on connaît.
hein, de nom. D'ailleurs, on est dans l'arc final, donc forcément, on devrait voir Vegapunk. À ce moment-là, c'était carrément clôturé, le débat était clos. Donc maintenant que c'est officiel, qu'on sait qu'on est vraiment sur l'île de Vegapunk, dans son laboratoire, alors forcément, la porte aux théories est grandement ouverte, puisque Vegapunk, les gars, c'est pas n'importe qui. Vegapunk, c'est quand même le mec qui a créé les Séraphins, c'est le mec qui a créé les Pacifistas première, donc et deuxième génération. C'est aussi le mec qui avait donné une mission à Kuma, rappelez-vous Kuma, qui, durant l'ellipse, a dû sauvegarder et protéger le Sonigo. Qui est Vegapunk, bordel de merde? Et c'est vrai qu'il y a énormément de questions et de mystères qui entourent ce personnage. Encore une fois, on ne sait pas si c'est un allié ou est-ce qu'il jouerait pas un double jeu et qu'il serait du côté des révolutionnaires. Vraiment, il y a beaucoup de questions de ce côté-là. Et puis pour le coup, moi qui croyais qu'on allait sur Elbaf ou d'autres qui croyaient qu'on allait sur l'île finalement de Shanks, rappelez-vous une île hivernale qui appartiendrait apparemment au territoire de Shanks, bah finalement on se retrouve sur l'île de Vegapunk. D'ailleurs, une île qui forcément, en toute logique, se retrouve affiliée au gouvernement mondial, et d'ailleurs pas très loin il y a un G14. Et on va faire justement la transition sur le Sword, puisque pas très loin il y a une base du G14 avec de nouveaux personnages, une nouvelle vice-amirale, Doll, avec un charisme plutôt intéressant, et d'autres personnages dont ceux qu'on connaît, Tachigi, qui d'ailleurs avait ramené les enfants de Punkazar, qui était encore en train de les traiter, et d'ailleurs c'est parti en bonne voie, en tout cas ils sont en bonne voie de guérison, parce que certains, si on regarde bien, retrouvent leur apparence originelle, on retrouve une taille normale, tandis que d'autres sont encore assez grands, mais voilà, ça s'améliore plutôt bien. On retrouve aussi Eremeppo et une nouvelle commandant des Sword, et d'ailleurs il y a aussi un contre-amiral, le contre-amiral Prince. Donc je me pose forcément des questions, forcément. Tachigi n'étant pas affilié au Sword, si on regarde bien, moi qui croyais que justement Smoker serait un membre des Sword, je commence vraiment à me poser la question, finalement, est-ce qu'il ne serait pas mis à part? Est-ce qu'il ne serait pas mis de côté Smoker? D'ailleurs, il faut qu'on parle de Smoker, parce que Smoker, le pauvre, son traitement post-ellipse, il est chaotique. Le mec, avant l'ellipse, c'était un putain de monstre. Il arrêtait pas de pourchasser Luffy, c'était incroyable. Le mec, il avait un putain de level, il a mis une misère à Luffy sur Marineford. Bien que Bow Hancock l'a protégé juste après. Mais voilà, aujourd'hui Smoker, on l'a pas revu. Il s'est quand même pris une déculottée face à Vergo. Ça la fout mal quand même hein, pour Smoker. Moi qui étais un grand fan du personnage, je vous avoue que je suis un peu dégoûté et déçu du personnage. En tout cas du traitement du personnage. Donc Tachigi dans les parages, forcément Smoker ne doit pas être très loin. On a un autre vice-amiral, donc le Doll. On a un contre-amiral. On a quand même du beau monde. Et donc si les Mugiwara font n'importe quoi sur cette île de Vegapunk, ils vont rappliquer. D'ailleurs, Eremeppo qui parle de Kobe. Forcément, Kobe, son meilleur ami qui a été capturé par Barbe Noire sur la ruche. Donc forcément, il veut aller l'aider. Et il nous sort une information, mais alors très importante. Les Séraphins seraient justement sur Egghead, d'accord, là où se trouvent les Mugiwara. Donc à partir de là, on peut quand même partir dans tous les sens. Hein. Si justement les Séraphins se retrouvent sur Egghead, c'est que forcément, ils doivent être mis soit en maintenance, ou soit au repos, ou je sais pas, à voir. Il y a peut-être de la maintenance là-dessus à faire. Après, peut-être qu'il y a justement une utilisation assez limitée de ces nouveaux PX nouvelle génération. Justement, ils sont tellement peut-être cheatés que voilà, il y a quand même une limite dans le temps d'utilisation. Donc ce serait quand même intéressant de le savoir. Et puis voilà, Hermep qui veut aller sauver Kobe et forcément Prince, donc le contre-amiral qui va refuser. Attention frérot, parce que là, on parle de la ruche. La ruche, c'est blindé de pirates. Là-bas, frérot, il n'y a pas de loi. T'arrives là-bas, on t'enlève tes habits, frérot. Hein. Tu rentres chez toi tout nu. Donc fais attention, Hermep, on t'aime bien, mais dis pas n'importe quoi. Bon, par contre, je sais pas si c'est prévisible ou pas, mais forcément, quand tu penses aux Séraphins, tu penses aux Séraphins, par exemple, de Mihawk, d'accord, ce PX Mihawk, Zoro dans les parages. Moi, je sais pas toi, mais je pense que le destin est déjà fait. Hein, on sait déjà vers quoi on se dirige. Peut-être un Zoro versus un PX Mihawk. Peut-être un Zoro qui va justement tester ses nouvelles capacités, son Haki des rois, d'accord. Et peut-être que justement, le Mihawk originel, frérot, je pense qu'il est au-dessus de cette version de pacotille de robot, ok, robotique. Donc je pense que si Zoro réussit à poutrer ce PX, après on sait pas vraiment c'est quoi leur level encore, hein, d'accord. Mais si Zoro le poutre, ce serait vraiment, je pense, un indicatif de l'écart peut-être de puissance qui sépare encore Zoro de Mihawk. Zoro qui n'est plus très loin, je pense. On passe au troisième point. Jewelry Bonnie dit la belle gosse.
la gloutonnerie. Voilà, la gloutonnerie n'a pas de fin. D'ailleurs, il y a eu un petit échange assez intéressant entre elle et Luffy. Luffy qui avait la dalle et qui voulait aller manger au resto. Mais voilà, Jawalry Bonny a quand même perdu son bateau. Elle est venue solo. Donc elle n'est pas venue avec son équipage. Chose intéressante. Où est son équipage? Où sont-ils? Est-ce qu'elle les a laissés en sécurité, sachant ce qui se trouve sur cette île? Parce qu'apparemment, elle est quand même au courant de cette île. Une île qui doit quand même être assez bien gardée, assez bien cachée, voilà. Voilà, donc pourquoi elle est là? Pourquoi elle se retrouve ici? C'est quoi son but? Sachant qu'elle était quand même Marie-Joise lors de la rêverie il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que cache ce putain de personnage? Encore une fois, si on nous a gardé Jawalry Bonny et le moine fou Urouge en fin de manga, c'est pas pour rien. C'est que ces personnages réservent leur lot non seulement de mystères, mais aussi d'informations et de révélations. Et ce personnage de Jawalry Bonny m'intrigue, mais vraiment au plus haut point. Je sais pas vous les gars, mais je demande encore à voir, hein, parce que ce perso a l'air quand même d'en savoir beaucoup. D'ailleurs, il y a eu un échange encore une fois assez intéressant entre elle et Luffy qu'il n'avait pas vu sur Shabondi. Ok, elle avait croisé le chemin de Zoro. Rappelez-vous, elle avait entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sauvé Zoro en prenant l'apparence d'une jeune fille, en évitant un incident diplomatique. Tu vois ce que je veux dire? Zoro le fou, il était chaud, hein, il voulait couper un dragon céleste fou. Hein. Mais bon, après quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, c'est Luffy qui s'en est chargé. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que elle est quand même familière au Mugiwara. Donc voilà, elle a quand même remercié les Mugiwara. Donc à voir maintenant, mais je pense qu'on se dirige forcément vers une alliance Mugiwara-Jawalry Bonny. Maintenant, si je devais théoriser, moi je pense que Jawalry Bonny, elle n'est pas là par hasard. Elle a un lien d'affection, de très haut d'affection avec Kuma. Kuma qui a été formaté, rappelez-vous, qui a été récupéré par l'armée révolutionnaire. Vous croyez que Jawalry Bonny, elle ne le sait pas ça les gars? Et puis comme par hasard, elle se trouve sur l'île de Vegapunk. Comme par hasard, tu vois. Donc, soit elle est venue récupérer les données de Kuma, soit elle est venue pour justement récupérer les données de Kuma pour lui redonner la mémoire. Et à ce moment-là, on peut clairement dire que Jawalry Bonny a peut-être une alliance avec les révolutionnaires, ou peut-être qu'elle est même membre de l'armée révolutionnaire. Ou soit elle est venue pour parler avec Vegapunk. Encore une fois, ce personnage est vraiment mystérieux. Hein. Je ne sais pas du tout dans quel camp il faut le placer. On passe donc au quatrième point et dernier de cette review, Vegapunk, qui donc apparaît et qui se retrouvait donc justement dans ce géant robot. Une femme, silhouette, une femme, premier contact, forcément on est choqué, surpris, puisque Vegapunk a quand même toujours été vendu en tant qu'homme, en tant que scientifique, mais un homme, ok, pas une femme. Je crois qu'il y a quand même eu des scènes dans l'animé. Il y a aussi eu une silhouette. Et la silhouette nous fait clairement comprendre physiquement qu'on a quand même droit à un homme. Donc c'est assez intéressant. Cette femme donc qui se proclame être Vegapunk. Donc c'est assez intéressant parce que c'est pas le narrateur qui le dit, c'est clairement le personnage. Donc à partir de là, forcément, ça part dans tous les sens. Est-ce que finalement, ce personnage, ce serait pas un peu une Yamato bis, tu vois, 2.0? Est-ce qu'elle se prendrait pas justement pour Vegapunk qui pourrait être pour elle son idole, quoi, tu vois le délire ou pas? Donc c'est assez intéressant. En plus de ça, si on regarde un peu ses vêtements, on peut voir Punk 2, 02. Donc, est-ce que ce Punk 02 est un indicatif pour nous faire comprendre que ce n'est pas Vegapunk, justement, que c'est peut-être son assistant direct, son bras droit, peut-être, je sais pas, qu'il assiste lors de certaines expérimentations. Et puis moi, j'aimerais aussi appuyer un autre fait assez intéressant et marquant, c'est que ce fameux géant requin, apparemment, aurait été mal programmé, et c'est elle qui le dit justement, et il avait été programmé pour prendre des informations, tirer à la roquette, et c'est tout, quoi. Clairement, il n'était pas là pour bouffer des bateaux. Donc, introduction de Vegapunk, présumé, d'accord, et première erreur de programmation. Donc c'est un peu bizarre pour un scientifique qui aurait 500 ans d'avance sur l'humanité. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Là, Oda, il nous met clairement des indices. Finalement, est-ce que ce ne serait pas Vegapunk? Et Oda, justement, il aime jouer avec les nerfs, il aime jouer avec nous. Ce coquin, ce gros tarbat même. Et puis il y a une théorie assez intéressante qui traîne sur le net qui explique comme quoi finalement Vegapunk serait peut-être mort, voilà. Et il aurait réussi à transférer sa conscience dans un robot, dans un cyborg. Tu vois le délire ou pas, frérot? Est-ce qu'il ferait de lui un mec quasi avec la vie éternelle, quoi? Le mec, voilà, il est éternel. Et ça expliquerait justement qu'il ait traversé le temps, d'accord, avec ce désir de savoir, cette soif de savoir. Et c'est grâce justement à ce fait-là qu'il ait emmagasiné énormément d'informations et qu'il ait 500 ans d'avance sur l'humanité. Ça expliquerait la chose en réalité. Donc peut-être que finalement, oui, on a Vegapunk devant nous, mais dans une enveloppe corporelle qui n'est pas vraiment la sienne à la base. Tu vois ou pas?
Et voilà, tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, si je devais vite fait décrire, analyser rapidement la génétique ou plutôt le physique de cette femme qui prétend être Vegapunk, on voit qu'elle a quand même des longs bras. Est-ce qu'elle fait partie justement de la tribu des longs bras un peu à la Scratchman Apo? À voir, mais elle m'a clairement, j'ai vraiment l'impression qu'elle a des longs bras, hein. Donc elle est pas, voilà, c'est un personnage qui est plutôt singulier, hein. On n'a pas trop l'habitude de voir ça. Et puis autre information, je sais pas vous, mais quand je l'ai vu, j'ai clairement pensé à Uta. Je sais pas vous, hein, mais bon, après ça c'est la patte, c'est la patte de Oda, voilà. Il a un peu l'habitude de dessiner les femmes d'une certaine manière, et je pense que c'est plus une ressemblance qu'autre chose, mais elle ressemble, je trouve, énormément. En fait, pour moi, c'est un mélange de Kaimi, la sirène, et de Uta. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, la vidéo se termine là. Dites-moi ce que vous en pensez de ce chapitre qui est quand même incroyable. Oda ne cesse de nous choquer, de nous surprendre et forcément le nouvel arc commence sur des chapeaux de roue. La semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo puisque pas de chapitre. Voilà, comme ça c'est dit. Ne t'attends pas à une review ou à une réaction, on se retrouve dans 2 semaines. Je t'invite à m'aider frérot en commentant, en likant, en partageant et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour le référencement. Je te dis à très bientôt, c'était Roro, peace.